venez d'être nommé professeur de psychopathologie et psychologie clinique à l'université de Lyon 2. Mais c'est à l'université de Nancy que je suis venue vous voir à l'hiver dernier pour expérimenter sous votre contrôle une drôle de light machine permettant d'accéder au niveau de conscience d'une expérience de mort imminente. J'avais été très frappée par la puissance visuelle de cet objet et je crois que vous êtes à la fois, comme chercheur et comme théoricien, un agent essentiel des liens avec l'histoire de l'art. Donc, je vous laisse la parole. Et je voulais commencer avec cette petite image de Friedrich, qui s'appelle « Femme montant vers la lumière ». Et donc, mon exposé sera de même une sorte de montée, vous allez voir, vers la lumière. Alors, tout d'abord, la lumière dans le champ des expériences exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme-là, qui est un terme académique assez peu connu, qui correspond en gros aux expériences paranormales. Et donc, j'avais proposé dans ma thèse cette définition. Une expérience exceptionnelle ou vécue comme paranormale est une expérience qui est donc généralement rare, spontanée ou provoquée, qui va impliquer, du point de vue du sujet, une interaction non ordinaire avec son environnement. Et cette expérience, souvent, engendre des émotions qui vont être très intenses, qui peuvent être très positives, qui peuvent être recherchées, ou à l'inverse, négatives, traumatiques, provenant de son caractère inhabituel et étrange. Donc pour le dire simplement, il vous arrive à un moment donné une expérience qui ne devrait pas être possible, et ça produit tout un ensemble de conséquences sur le plan psychologique. Alors ce sont des expériences qui habituellement intéressent assez peu les psychologues et les psychiatres, et donc je suis allé à contre-courant de cette approche-là, en partant du principe qu'il s'agissait au contraire d'expériences extrêmement intéressantes, des sortes de météorites psychiques. Vous savez, pendant longtemps, on observait des météorites, mais les physiciens pensaient que c'était simplement des pierres qui étaient tombées dans des jardins, mais qu'il n'y avait rien de particulier avec ces météorites. Et si on s'était rendu compte plus tôt de l'intérêt de ces météorites, on aurait fait probablement des progrès scientifiques majeurs. Et donc mon argumentation, c'est de dire que c'est la même chose avec les expériences paranormales. Ce sont des météores psychiques, des météorites psychiques, qui nous donnent des indications précieuses concernant la psyché, la conscience, et vous verrez aussi le temps et l'espace. Alors cette définition ne prend véritablement son sens que lorsqu'elle est associée à une classification. Et donc là, j'ai fait une sorte de travail d'anthropologue, on pourrait dire, ou de psychologue-anthropologue, avec cette question, que sont ces expériences paranormales dans notre culture? Et donc avec un collègue, Renaud Évrard, on a ouvert un service de consultation qui s'appelle Circe, il y a une dizaine d'années, dans lequel on ne fait que recevoir des personnes qui ont vécu des expériences paranormales. Et donc si vous vous lancez dans la même aventure, eh bien, vous allez rencontrer une dizaine de ces expériences qui se traduisent toutes, comme vous le pouvez voir en haut, par une interaction donc, non ordinaire avec l'environnement, qui peut être perceptive ou projective. Et puis il y a une catégorie entre deux où les personnes ont l'impression de rentrer en contact avec d'autres vies ou d'autres mondes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces expériences, je vais en citer quelques-unes et puis je vais vous donner quelques exemples ensuite. Donc vous avez par exemple tout le champ des perceptions psy, avec des personnes qui vont faire des rêves prémonitoires, des expériences télépathiques, les expériences de magnétisme, de guérison, les expériences médiumniques, les expériences de sortie hors du corps, de vision et d'apparition. Donc il y a tout un champ d'expériences paranormales qui existe à l'intérieur des sociétés occidentales, en particulier avec le développement de la science. C'est comme si la représentation scientifique du monde en Occident avait pour pendant de créer une sorte de catégorie aux frontières qu'on appelle le paranormal. Et tout le monde est confronté plus ou moins à ces expériences. Tout le monde a plus ou moins un avis sur ces expériences. Et souvent, il y a une sorte de dichotomie entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Et la question qu'on me pose toujours, d'ailleurs je ne sais pas si Margot est là, mais elle me l'a posée dans la voiture quand je suis arrivé, elle m'a dit « Mais vous y croyez ou pas ?» Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples en me centrant sur la question de la lumière, puisque la plupart de ces expériences abordent de manière directe ou indirecte la question de la lumière. Alors, voilà un premier récit. C'est une personne qui a vécu une expérience de mort imminente et qui a essayé de peindre la lumière vue pendant cette expérience et qui a fait ce beau tableau que vous pouvez voir là pour essayer de rendre compte le côté à la fois lumineux, éclatant. Et voilà ce que disait cette personne. « J'ai maintenant la sensation d'avoir nommé cette expérience, d'en m'en servir pour me construire. Je sais que ces images et sensations seront toujours en moi comme un rêve plus réel encore que des souvenirs vécus, comme une expérience positivement bouleversante qui a profondément modifié mon rapport à la vie, mon humanité. J'ai la sensation d'avoir appris quelque chose à ce moment-là, quelque chose sur moi. » Donc ça se produit souvent dans les expériences de mort imminente. Vous devez tous connaître le terme qui est assez populaire maintenant. C'est des personnes souvent après un arrêt cardiaque ou après un coma, ou durant un coma plutôt, qui ont l'impression de sortir de leur corps, de voir un tunnel et au bout du tunnel, de voir une lumière.
Et puis après, il y a la rencontre avec des êtres spirituels, des défunts, et souvent une scène de revue de vie et un retour dans le corps. Bon, ça, c'est la vision un peu caricaturale. Il y a des phénoménologies beaucoup plus complexes, mais disons en gros que cette personne a été confrontée à quelque chose de ce registre-là. Et puis cette lumière, eh bien, je vous ai donné d'autres exemples très rapides. Donc, par exemple, Isaac, qui voit un tunnel donc, avec une lumière blanche et bleutée dans lequel il avance durant quelques minutes avant de se sentir submergé par cette lumière. Il se rappelle du sentiment de bien-être associé à ces couleurs blanches et bleues. Marion voit un tunnel qui lui semble particulièrement long. Elle se sent très bien, trop bien. Elle voit alors une lumière jaune et blanche, comme les phares d'une voiture, qui grossit et l'éblouit, remplissant progressivement l'ensemble de son champ de vision. Et puis Julia, qui rapporte donc une EMI vécue à 13 ans, elle fait une tentative de suicide. En fait, elle se jette du 3e étage. Et durant cette expérience-là, elle vit une EMI, ça arrive parfois pendant la chute, et elle voit, elle aussi, une lumière très puissante dans un lieu infini où le temps n'existe pas. Alors bien sûr, je voulais faire quelques passerelles rapides vers des tableaux très connus. Bien évidemment, ça évoque le tableau, vous connaissez tous, de Jérôme Bosch, L'Ascension des Bienheureux. Alors ça pose toujours la question, est-ce que ces personnes ont ces expériences parce que ça traîne dans la culture comme ça depuis quelques siècles? Est-ce que les artistes rendent compte de cette expérience qui est une expérience humaine et qui ensuite est retranscrite par les artistes? Bon, c'est l'une des questions que l'on se pose, c'est probablement les deux en même temps. Alors voilà, donc l'expérience de la lumière, très classique dans les expériences de mort imminente, est une question, quelle est la nature de la lumière rencontrée par ces personnes? Mais vous allez voir, la lumière, on la trouve aussi dans une autre expérience qui est un peu plus exotique, c'est ce qu'on appelle les expériences d'abduction, ça veut dire enlèvement en anglais, et donc ça s'est développé, il y a eu une vague comme ça d'enlèvement aux États-Unis, mais c'est pas enlevé par n'importe qui, on en a parlé un peu hier au repas avec plusieurs personnes, c'est des enlèvements par les extraterrestres. Et donc ce sont des personnes qui ne sont pas psychotiques, mais qui sont persuadées d'avoir été enlevées par des extraterrestres. Alors il y a toute une phénoménologie là, plus ou moins riche, et qui se traduit dans les versions les plus caricaturales par la rencontre avec un vaisseau, et puis souvent les personnes se disent paralysées par un rayon lumineux. Vous voyez, on retrouve la lumière. Et puis il y a un voyage qui est organisé dans la galaxie, souvent, qui est assez désagréable, puisqu'il y a assez régulièrement des attouchements de la part des extraterrestres. Et puis les personnes reviennent chez elles. Souvent tout ça se produit la nuit, d'ailleurs, allongé. Enfin bon, je pourrais vous en parler très longtemps. Je vais me centrer une fois uniquement sur la question de la lumière. Là, c'est le cas donc, de Perséphone, qui décrit donc, une nouvelle visite. Donc, c'est quelqu'un qui a de nombreuses visites comme ça d'extraterrestres, qu'elle a longtemps gardées pour elle et dont elle paraît troublée à la simple évocation. Lors de cette expérience, elle se réveille une nuit alors qu'elle est couchée sur le dos. Et là, elle revoit la lumière bleutée de son enfance, parce qu'elle raconte qu'en fait, que déjà quand elle était enfant, il y avait comme ça une lumière qu'il avait visitée. Et donc cette lumière revient, une lumière diffuse et non éblouissante, donc ça rappelle la lumière des expériences de mort imminente. Et elle se rend compte alors qu'elle est paralysée, et son cœur se met à palpiter. Elle sent alors des silhouettes qu'elle ne peut discerner. Elle a soudain très peur, mais arrive néanmoins à tourner la tête vers elle. Elle observe alors un être, c'est les êtres, vous savez, un peu caricaturaux, là, qu'on voit dans les œuvres de fiction, qui sont gris, avec des grands yeux noirs, comme ça, inexpressifs, et qui, lui tenant la main, est comme à son chevet. Alors, j'ai une doctorante sous ma direction qui ne fait que collecter comme ça des récits d'abduction, et plus généralement de visions d'ovnis. Et au fil du temps, il nous est arrivé une idée qui paraît assez évidente, vous allez voir, mais il nous a fallu un peu de temps pour y arriver. C'est quand même le parallèle avec tout un ensemble d'éléments religieux. Et alors là, je vous ai mis l'Ascension de Rembrandt, où il y a quand même quelque chose d'une rencontre avec une lumière. Vous êtes choisi. Dans l'Ascension, il y a toute la thématique sur le plan étymologique de l'enlèvement aussi. Donc c'est un peu comme si avant, les personnes étaient enlevées ou avaient une illumination par le divin. Et à présent, à mesure que la société se scientifise, se rationalise, eh bien, il y aurait l'émergence, si vous voulez, de nouveaux mythes. Voilà. Donc on serait en train de voir émerger, depuis quelques dizaines d'années, en Occident, l'émergence de mythes scientifico-rationnels qui viennent supplanter la perte d'influence des mythes religieux. Mais l'essence même de l'expérience reste la même, c'est-à-dire la rencontre avec une lumière, le fait d'être choisi, l'illumination, la révélation, parce que là aussi, les extraterrestres ont tout un ensemble de messages à transmettre habituellement, et ils sont très tournés vers l'écologie, par exemple. Donc il y a une sorte de message comme ça qui est transmis par les extraterrestres, et donc on a l'impression qu'il y a une expérience archétypale qui se décline de différentes manières dans les cultures et aux différentes époques, et là encore, la lumière occupe une place importante. C'est le cas aussi dans ce qu'on appelle les expériences mystiques. Donc là, c'est Étienne qui voit autour de lui plein de petites lueurs qui se transforment progressivement en boules plus denses. Il comprend que la question de la mort est posée
et il accepte alors de mourir, et ces petites lumières entrent en lui. Il s'endort et se réveille quelques heures plus tard. Il se trouve alors dans une sorte de dôme lumineux, dans une sorte d'état d'extase, et ce vécu a été si intense que longtemps il a été incapable d'en parler sans pleurer. Alors là, on flirte toujours avec la question de la psychopathologie. Est-ce qu'on est dans un épisode maniaque avec des éléments hallucinatoires, ou est-ce qu'on est dans autre chose, dans une expérience mystique qui aurait des caractéristiques propres? Dernier exemple, les apparitions. Alors là, c'est deux personnes, c'est Augustine et Henri, qui sont dans les bois, proches d'une abbaye, et ils voient alors des lumières, et ils pensent que ce sont des gardes forestiers. Et à ce moment-là, ils décident de rentrer dans leur voiture, et ils voient passer une trentaine de lumières pendant 1 minute, et qu'ils décrivent ainsi, ils faisaient quelques dizaines de centimètres, et se présentaient comme des pastilles blanches passant au-dessus de la route à hauteur d'homme. Donc il y a aussi des expériences de vision, d'apparition de lumière qui sont très fréquentes dans ce champ du paranormal. Un dernier exemple, je vais aller très vite. Il y a également une place de la lumière tout à fait particulière dans des pratiques qui ont disparu aujourd'hui, qui étaient des pratiques avec des médiums dits à effet physique, donc dans les années 1900-1920, qui étaient censés, alors dans des états de transe, en étant comme ça, alors là c'est Eva Carrière, ils sont souvent attachés sur des chaises, ils rentrent dans des états de transe, et je vous rapporte ce qui est dit dans les comptes rendus, ils étaient censés être capables de produire comme ça un certain nombre de phénomènes, notamment d'ectoplasme, c'est-à-dire des formes évanescentes qui apparaissaient, et quand on essayait de les saisir, qui disparaissaient. Truc tout à fait étonnant, tout ça se faisait dans l'obscurité le plus souvent, mais ils essayaient de prendre des photographies. Là, vous avez un phénomène lumineux, mais c'est un artefact en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est sur la tête de la médium, c'est cette espèce d'ectoplasme qui apparaît là. Alors bien sûr, il y a tout un ensemble de controverses, est-ce que c'est des trucages, quel type de trucage, etc. Et il y a un cas en particulier qui est tout à fait surprenant, c'est un médium qui s'appelait Kloski, qui lui produisait comme ça, attaché sur une chaise, dans la pénombre, avec plusieurs expérimentateurs autour de lui, des sortes de membres, donc des mains, des pieds, des bouts de visage qui apparaissaient, et qui étaient luminescents. Donc on retrouve la question de la lumière, et donc ces ectoplasmes comme ça se baladaient dans la pièce. Alors les expérimentateurs étaient un peu perplexes, et à ce moment-là, il y a notamment un prix Nobel de médecine qui s'appelle Charles Richet, qui se passionne pour ces expériences, et il a l'idée assez géniale parce qu'ils essayent de capturer ces membres, mais ils disparaissent, ils sont évanescents. Et donc ils vont les placer dans des bacs de paraffine, et ils vont faire des moulages de ces membres ectoplasmiques. Et donc là, je vous ai mis une photo à droite, et c'est tout à fait étonnant si ça vous intéresse, parce que ce sont des membres qui ont la taille de membres d'enfants, mais les caractéristiques de membres d'adultes. Et donc un certain nombre de personnes ont essayé de les reproduire, j'ai essayé de les reproduire aussi. On ne sait pas comment ces moulages ont pu être reproduits de manière frauduleuse, donc il y a une énigme. Tout ça pour vous dire que voilà, autour des expériences médiumniques, là aussi, il y a quelque chose de la rencontre avec la lumière et des phénomènes luminescents plus ou moins variés. Alors, on en arrive à la deuxième partie de mon exposé. La question, c'est alors comment expliquer cette lumière, de quelle est sa nature? Et donc là, on va aborder la lumière entre immanence et transcendance. Et alors, une première manière d'aborder les choses, c'est ce que j'ai essayé de faire pour les expériences de mort imminente, c'est de les décomposer, en partant du principe qu'il y a plein de sous-processus, et est-ce qu'on peut expliquer certains de ces processus sur le plan psychique et sur le plan neurobiologique. Donc vous avez par exemple les phénomènes de décorporation, et dans les phénomènes de décorporation, on sait maintenant qu'il y a certaines zones du cerveau, ce qu'on appelle des corrélats neurobiologiques, qui sont associés au sentiment d'être sorti de son corps. On peut même stimuler certaines zones du cerveau directement, et ça induit chez les personnes des transformations du schéma corporel, et ça induit ces sentiments de sortir du corps. On pourrait faire la même chose un peu sur chaque élément d'une expérience de mort imminente. Ce qui va m'intéresser là, c'est la question du tunnel et de la lumière. Pourquoi l'expérience de la lumière? Et donc ce qui apparaît assez vite, c'est la question des origines, parce que peut-être que ça vous évoque spontanément quelque chose comme ça, l'idée de voir un tunnel, de sortir, de voir la lumière. Ça évoque d'emblée quelque chose de la naissance, peut-être, donc une sorte de renaissance. Et puis, plus généralement, un accès au sublime. Et donc là, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je suis allé voir un peu du côté de certains artistes, et puis, bien sûr, du côté de la lumière, il y a Turner, qui, vous le savez, essayait de peindre l'essence de la lumière. Et c'est vrai que dans les tableaux de Turner, il y a quelque chose qui évoque aussi les expériences de mort imminente. Et pour l'anecdote, à la fin de sa vie, vous le savez probablement, dans ses derniers instants, il a eu cette phrase, il a dit « Le soleil est Dieu ». Alors, ça pose la question, là, de la lumière, qui serait une sorte de rencontre avec le divin, en quelque sorte. Et donc, on en arrive assez vite à la question du sublime, qui a beaucoup été travaillée notamment par Kant. Kant qui distingue ce qu'il appelle les catégories a priori de l'entendement, qui sont des catégories psychiques qui nous permettent de penser le monde dans lequel nous sommes, et en deçà, il y aurait ce qu'il appelle le monde des noumènes, auquel on n'a pas accès, mais auquel on a accès de manière partielle.
Et c'est là qu'on aurait parfois le sentiment du sublime. C'est quelque chose qui a été travaillé aussi par Freud, ce qu'il appelait le sentiment océanique. Et donc je vous ai mis une petite citation là d'un psychanalyste qui s'appelle Brown, qui a travaillé sur Turner le sublime dans une perspective psychanalytique. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons connaître l'océan à travers nos sens en plongeant nos pieds dans l'eau salée, mais l'étendue de l'océan est une idée qui ne peut être l'objet d'une expérience sensorielle, car elle n'a ni contour ni limite. Donc l'idée que je vous propose, elle est assez simple, c'est que l'expérience de la lumière, c'est une rencontre avec l'infini, d'une certaine manière. C'est une rencontre avec une sorte d'océan qui nous entoure et qui sous-tend notre réalité. Et donc ça n'est pas la lumière ordinaire telle qu'elle est décrite par les physiciens. Alors cette idée, elle a été travaillée aussi par un autre psychanalyste, un psychiatre qui s'appelait Bion, et qui lui appelle eau, une sorte de monde comme ça qui sous-tend notre réalité. Et pour lui, le but, notamment en psychothérapie, c'est de faire ce qu'il appelle des transformations en eau et d'être dans des rencontres avec eau. C'est-à-dire de produire des transformations émotionnelles et pas uniquement des transformations cognitives. Vous pouvez faire une psychanalyse pendant 10 ans. Si vous passez votre temps à être dans des raisonnements très complexes, à essayer de trouver du sens, etc., Bion dit que vous n'allez pas du tout avancer. Il dit que ce qui compte, c'est vraiment d'être dans une transformation profonde. Et pour être dans une transformation profonde, il faut être dans cette rencontre avec le sublime. Et ça expliquerait pourquoi la rencontre avec les lumières, très souvent dans les expériences de mort imminente, eh bien, produisent des transformations qui seraient donc la conséquence d'une sorte d'expérience de la transcendance. Voilà. Donc là, je vous ai remis un tableau de Friedrich qui, là aussi, vous savez, il essayait justement de donner une illustration de cette rencontre avec l'infini par ces paysages. Alors maintenant, je vais faire un petit saut théorique et je vais essayer d'aller plus loin en vous proposant un modèle théorique qui permet d'intégrer et de comprendre ces expériences. Donc je vais m'appuyer sur des travaux qui existent déjà et je vais vous proposer mon propre modèle. C'est la première conférence que je fais sur modèle, donc je suis content de vous en parler. D'ailleurs, c'est un petit peu dense, il va y avoir 5 minutes un petit peu compliquées, mais bon, c'était déjà compliqué avec Étienne, je ne pense pas que ça sera plus dense. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que nos modèles actuels de compréhension de la conscience ne fonctionnent pas pour expliquer ces expériences. Alors, pour en arriver là, il faut repartir de 2 auteurs, un psychiatre, Jung, que vous connaissez très probablement, qui a travaillé avec un physicien qui a eu un prix Nobel, qui s'appelle Paoli. Et donc, à un moment donné, dans les années 30, Jung et Paoli vont travailler ensemble pour essayer d'expliquer ce qu'on appelle les expériences de synchronicité. Donc, ça aussi, c'est un terme qui est rentré dans le langage commun, c'est-à-dire des sortes de coïncidences comme ça. Et ils vont avoir tout un raisonnement pour essayer de comprendre et expliquer ces expériences de synchronicité à la rencontre entre psychanalyse et physique, et en particulier physique quantique. Alors, ils ont un modèle qui est ce qu'il est. La notion de synchronicité, comme je vous le disais, est rentrée dans le langage commun. Il y a des psychanalystes qui sont restés jungiens et qui utilisent toujours ce modèle, mais ce n'était pas vraiment formalisé. Et donc, il va falloir attendre les travaux d'un autre physicien qui s'appelle Hartmann Parrer, donc qui est à la fois physicien et philosophe, qui va reprendre ce qu'il appelle donc la conjecture Jung-Paoli, qui va faire un premier livre que vous avez à gauche, et il va rédiger un autre livre qui est sorti très récemment, en 2022, dans lequel il propose un modèle qui est extrêmement élégant. Et donc, si vous voulez, c'est un modèle qui permet de repenser la relation entre la psyché et la matière. Et donc, quand je connaissais déjà un petit peu ses travaux, mais quand j'ai lu dans le détail son modèle, je me suis dit, mais c'est formidable, parce qu'il propose, ça rejoignait en tout point les expériences exceptionnelles sur lesquelles je travaillais. Alors lui, il les cite de côté, mais il n'en fait pas le cœur de son modèle. Donc j'ai repris ce modèle-là, je l'ai, mis à ma sauce, en particulier dans une lecture psychanalytique, et je l'ai appelé le modèle Orphée, en référence au mythe d'Orphée, puisque l'une des particularités, alors je ne peux pas rentrer dans le détail là, mais l'une des particularités des expériences paranormales, c'est que quand vous essayez de les attraper, quand vous essayez de les objectiver, quand vous essayez de les filmer, elles disparaissent. Et donc, bien sûr, ça fait penser à Orphée et Eurydice, c'est-à-dire quand Orphée se retourne, et puis là, Eurydice disparaît. Eh bien, les chercheurs du domaine dans le paranormal, ça fait 120 ans qu'ils essayent, entre guillemets, de démontrer, de prouver l'existence de ces phénomènes, et à chaque fois qu'ils sont sur le point de les prouver, ça leur échappe, ils regardent, et ça disparaît. Et vous avez des chercheurs, ça fait 120 ans, qui se disent, mais on va arriver à démontrer ces expériences. Et donc, j'ai pris le problème à l'envers, j'ai dit, mais cette propriété-là fait partie de ces expériences, et donc il faut placer au cœur ce problème de ce que nous, on appelle l'élusivité. Phénomène élusif, c'est-à-dire qu'ils échappent à l'observation. Alors, je vais
faire quelques passerelles du côté de la physique qui rejoignent des choses qu'on a déjà vues. Donc on a vu ce matin et puis hier que la lumière est à la fois onde et corpuscule. Ça veut dire qu'il y a des variables comme ça qu'on appelle complémentaires et que si vous voulez comprendre ce qu'est la lumière, eh bien, il faut prendre les deux en même temps. C'est pareil pour l'électromagnétisme, Étienne Klein en a parlé. Il y a des ondes électromagnétiques qui sont à la fois avec une composante électrique et une composante magnétique. Là, il n'y a rien de nouveau, c'est des choses qui sont très connues en physique. Et l'idée d'Atman-Parrer, qui reprend en réalité un certain nombre d'hypothèses de ce qu'on appelle les physiciens philosophes, dont il a déjà été question, en particulier Schrödinger, parce qu'on connaît bien Schrödinger pour la fonction d'onde, mais ce qu'on sait moins, c'est que Schrödinger a beaucoup travaillé sur la conscience, et il a essayé d'appliquer ses intuitions sur le plan de la physique pour comprendre la conscience. Et c'est pareil pour Heisenberg, etc. Et donc, leur idée, qu'on retrouve dans les travaux d'Atman-Parrer, c'est que quand vous essayez d'aborder la conscience, eh bien, la conscience est à la fois des états physiques, donc ça qu'on connaît assez bien par la neurologie notamment, mais c'est également des états psychiques. Et donc c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la conscience si on n'a pas d'un côté des états psychiques, ce que les philosophes appellent des qualia, c'est-à-dire l'expérience que vous avez en ce moment, c'est une expérience subjective qui correspond à une matière psychique, et vous avez des corrélats neurobiologiques de ce que vous êtes en train d'éprouver. Mais les corrélats neurobiologiques, votre cerveau ne produit pas votre expérience subjective. Et votre expérience subjective ne produit pas les éléments de votre cerveau. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, je vais rentrer plus dans le détail. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez comprendre les expériences exceptionnelles, et en particulier la place de la lumière, et que vous avez un modèle réductionniste, je pense que ça ne marche pas du tout. Donc le modèle réductionniste est quelque chose de très intéressant. On a fait des progrès scientifiques considérables grâce au réductionnisme. C'est l'idée que vous avez quelque chose du réel. Alors Étienne Klein en a parlé, on ne sait pas trop ce que c'est le réel, c'est-à-dire le monde en lui-même, tel que le décrit notamment Kant, la chose en soi. Et de ce truc-là émerge notre réalité, dans laquelle vous avez de la matière, d'abord de la matière physique avec le Big Bang, puis cette matière va se perfectionner, elle va donner naissance à la matière biologique, à la vie, puis cette matière biologique, cette vie va se perfectionner et va développer une capacité d'autoreprésentation. Et c'est là que progressivement émerge la conscience. Et donc pour la plupart des neuroscientifiques qui utilisent un modèle réductionniste, la conscience, c'est simplement une partie de la matière qui s'est perfectionnée et qui a une capacité à s'autoreprésenter. Voilà. Et donc si vous comprenez parfaitement la matière, vous comprenez la conscience. C'est par exemple l'approche d'un neuroscientifique très connu en France qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui explique comme ça dans un livre qui s'appelle Le Code de la conscience, qu'on va pouvoir expliquer la conscience en gros en comprenant le cerveau. Voilà. C'est-à-dire la conscience est produite par le cerveau. Eh bien, je pense que ce modèle qui est très intéressant, il dit des choses vraies de la conscience, parce que ça dit le fait que la conscience est produite par le cerveau, enfin, elle est en lien avec le cerveau et pas uniquement. Et donc, il faudrait utiliser un autre modèle, et donc, c'est ce qu'on appelle en philosophie un monisme à double aspect. L'idée, c'est que vous avez un réel sous-jacent à notre réalité, et ce réel se décompose en même temps sous forme de psyché, sous forme d'expérience psychique et sous forme de matière. C'est-à-dire que votre conscience, votre expérience en ce moment, c'est à la fois votre corps, votre cerveau, mais aussi quelque chose d'autre qui est une matière psychique, qui est d'un autre registre. Alors, on en arrive au kaléidoscope. Par exemple, imaginons une fleur. Vous avez une fleur telle qu'elle est dans un champ, dans le réel. Et on n'a jamais accès à la fleur telle qu'elle est dans le réel. On ne sait pas comment elle est. On ne peut pas parce que quand on perçoit une fleur, on transforme la fleur, c'est-à-dire qu'on crée la fleur en quelque sorte. Et donc c'est comme si le cerveau était un kaléidoscope. C'est-à-dire c'est comme si vous mettez la fleur devant un kaléidoscope, et puis vous regardez à l'intérieur du kaléidoscope, et vous allez voir plein de petites facettes. D'accord ? Eh bien, c'est comme s'il y avait une facette, c'est votre expérience psychique. C'est-à-dire c'est la dimension psychique de la fleur. Et puis il y a une autre facette, c'est la dimension physique de la fleur. Mais est-ce que la dimension physique, est-ce que la facette physique de la fleur a produit la facette psychique de la fleur? Pas du tout. Si vous bougez la fleur, les deux facettes bougent en même temps. Et comme les deux facettes bougent en même temps, vous pouvez avoir l'illusion que cette corrélation est une causalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous regardez le cerveau de quelqu'un, vous enlevez le cerveau de quelqu'un, il ne peut plus penser. Et donc vous allez vous dire, on a enlevé le cerveau, du coup, c'est le cerveau qui produit la pensée. Mais en fait, c'est une erreur épistémologique. En fait, les deux bougent en même temps parce qu'il y a une réalité sous-jacente qui se décompose sous forme à la fois d'expérience psychique et d'expérience physique. Et ça, si cette idée est pertinente, ça change complètement votre conception du monde et de votre conscience.
Alors, j'ai essayé de résumer tout ça dans un schéma. L'idée, c'est que vous avez donc le réel. Voilà, le réel, une nouvelle fois, on ne sait pas ce que c'est, je vais vous redire les mêmes choses, mais de manière un peu plus structurée, qui se décompose sous forme de psyché et sous forme de matière. Et donc, vous avez une première coupure, qui est la coupure épistémo-ontique, c'est-à-dire entre le monde des noumènes, tel qu'il est décrit par Kant, et l'expérience des phénomènes. Et donc, nous, on fait une expérience du monde uniquement dans le registre psyché-matière. On ne peut pas être dans le réel en soi-même. Enfin, on va voir après, mais la plupart du temps, on n'y est pas. Et donc là, il y a une coupure à ce niveau-là. Et puis, vous avez une deuxième coupure, c'est la coupure psychophysique, c'est la coupure de Descartes, c'est-à-dire l'idée que psyché et matière sont deux substances différentes. Et il y a une relation, il y a une sorte d'intrication totale, une sorte de synchronicité entre votre cerveau, votre corps et votre expérience psychique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et comme ça bouge tout le temps en même temps, on se dit, c'est le cerveau qui produit la pensée. Alors, de manière générale, on va distinguer donc ce qu'on appelle l'ordre ontique, qui est une sorte, si vous voulez, l'ordre ontique, c'est... Alors, dans mon bouquin, là, j'ai pris la métaphore de la planète Solaris. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Stanislas Lem, une sorte de planète comme ça, qui produit des vagues, des ondes, et qui produit des hallucinations chez les astronautes qui gravitent autour de cette planète. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de réel qui nous entoure, et que votre expérience, même en ce moment, c'est une sorte de transformation de ce réel. Et ce réel n'est pas structuré par l'espace, le temps et la causalité. Et donc, quand vous voulez, on a quand même l'impression d'être quelque part là. Et donc, pour avoir l'impression d'être quelque part, c'est notre cerveau qui va donner des coordonnées, une illusion qui a du temps, de l'espace et de la causalité. Mais en fait, le réel tel qu'il est, ce qui est sous-jacent, n'est pas structuré comme ça. Et alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que ça permettrait d'expliquer les expériences exceptionnelles. Et donc, voilà un témoignage qui est proposé par Atman Parrer concernant Marshall. Voilà ce que dit Marshall. Ça rejoint les récits que je vous ai donnés, mais c'est un peu plus précis. Alors, c'est une expérience mystique. Je me suis soudain trouvé entouré, enveloppé par une lumière blanche qui semblait à la fois venir de dedans et de dehors. C'est normal parce que comme il n'y a plus d'espace, vous ne savez plus où est le dedans, vous ne savez plus où est le dehors. Une lumière très brillante, mais assez différente d'une lumière physique ordinaire. Eh bien oui, parce que cette lumière, elle est effectivement différente. Je vais vous expliquer après, à mon avis, ce qu'elle est. J'avais le sentiment de faire un avec tout et de connaître toutes les choses. J'ai fait l'expérience de cette réalité absolue, le réel réel. Et ça, c'est très important, parce que les gens qui font des expériences exceptionnelles, qui font des sorties hors du corps, qui font des expériences de mort imminente, ils disent que ce qu'ils ont vécu, ce n'était pas comme un rêve. Ils disent que ce qu'ils ont vécu était beaucoup plus réel que ce qu'on vit habituellement. Et certaines de ces personnes, d'ailleurs, quand elles reviennent à elles, disent que depuis, elles ont l'impression de vivre dans un rêve. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression que ce que nous, on considère comme étant la réalité, en fait, c'est un rêve. Et qu'en deçà, il y aurait un réel réel, en quelque sorte. Et donc, un réel bien plus réel et vivant que l'expérience ordinaire de la réalité du monde physique. Alors, si je résume un peu là où je vais vous amener, c'est les expériences exceptionnelles, et en particulier les expériences de mort imminente, seraient une sorte de voie d'accès et de plongée dans le réel qui conduisent à une forme de dissolution de notre expérience. Là, vous avez l'impression d'être une personne, d'être un je, mais en fait, et notamment quand vous dormez chaque nuit, vous allez vous dissoudre dans le réel. Vous allez vous reconstituer comme ça le matin, et quand vous rentrez dans une expérience exceptionnelle, vous faites une expérience comme ça de dissolution. C'est ce que Atman Parrer appelle des expériences acatégoriques. C'est-à-dire qu'une expérience catégorique, c'est quand vous êtes bien organisé avec votre intrication psyché-matière, mais parfois vous plongez dans le réel, et là vous êtes dans une expérience acatégorique, ce qui explique notamment le caractère ineffable. C'est-à-dire que les gens disent, mais je ne peux pas traduire en mots cette expérience. Parce que quand vous traduisez en mots, vous êtes dans ce qu'on appelle l'ordre épistémique, c'est-à-dire que vous êtes en train de produire du sens. Et là, c'est une idée qui est très importante, c'est que le sens, c'est notre capacité, c'est une sorte de sixième sens, c'est notre capacité à articuler la psyché, la matière et le réel. Et c'est ce qu'on fait tous constamment, que ce soit une personne entre guillemets ordinaire, dans une activité du quotidien, que ce soit un artiste ou que ce soit un scientifique, nous passons notre temps à mettre du sens. Et pourquoi le sens est aussi important pour nous? Puisque le sens, c'est la manière dont notre psyché articule psyché, matière et réel. Alors, des fois, ça se désorganise, et donc les expériences exceptionnelles seraient des plongées transitoires dans le réel, avec une désorganisation de l'expérience subjective, où le temps, l'espace et la causalité vont disparaître. On va revenir aux sources de l'expérience, c'est-à-dire en deçà de l'expression épistémique, c'est-à-dire en deçà de notre capacité à donner du sens. Et plus précisément, alors quelle serait la fonction de la lumière dans tout cela? Eh bien, la lumière serait en quelque sorte à la frontière, à la limite
entre l'ordre épistémique, entre l'ordre ontique, entre notre réalité quotidienne et le réel. Et donc si je rajoute ça dans mon petit schéma, eh bien l'idée ce serait que parfois, dans certaines conditions, on plonge comme ça dans le réel, et si vous voulez, c'est comme un tunnel, on traverse un tunnel, il y a quelque chose de cet ordre-là, et là on rencontre la lumière, il y a en quelque sorte un au-delà de la lumière. Donc, bon, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas l'idée c'est que, mon hypothèse en tout cas, c'est qu'on ne peut pas par le réductionnisme comprendre la nature de cette expérience, il faut un modèle qui est un monisme à double aspect, qui permet de comprendre la nature subjective tout à fait particulière de cette expérience. Alors, dernière partie de mon exposé, on va aller cette fois à la rencontre de la lumière, d'abord de point de vue théorique, et puis après de manière pratique tout à l'heure. Alors, ce que je vais vous proposer fait suite à une expérimentation qui a été faite avec Abraham Poincheval, donc ici à la Fondation Artung Berman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Abraham Poincheval, qui est un artiste contemporain qui aime beaucoup s'enfermer dans des lieux clos pendant plusieurs jours. Moi, j'ai dit formidable, c'est génial. On a été plusieurs à travailler sur ce projet-là. Enfin, il y a eu des médecins, Yves Sarfati notamment, Thomas, enfin, on a été plusieurs à travailler pour organiser cette œuvre. Et moi, je suis arrivé un peu en bout de course pour accompagner Abraham dans l'exploration phénoménologique de ce que ça lui faisait vivre de rester donc 7 jours dans une sculpture comme ça en aluminium pendant qu'il regardait la même œuvre de Hartung. Et donc, il a vécu des choses assez étonnantes. Et si vous voulez, quand vous voulez plonger quelqu'un dans le réel, ça marche assez bien. Et Abraham avait donc un petit enregistreur et puis il disait un peu ce qu'il vivait. Voilà, il a vécu des expériences très intenses, notamment une expérience de sortir du corps. Ce qui m'intéresse actuellement dans mes travaux, ça fait une dizaine d'années que je collecte ces météorites psychiques, ça fait une dizaine d'années que je collecte après coup ces expériences. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut produire nous-mêmes ces expériences pour mieux les comprendre. Donc vous pouvez le faire comme ça, mais c'est quand même assez compliqué. Et puis, une autre manière, alors progressivement, notamment avec l'un de mes doctorants, on est tombé sur la fonction de la lumière dans la production des expériences exceptionnelles. Alors là, on pourrait prendre plein d'exemples. J'ai pris celui de la conversion de Saint Paul, où vous savez, à un moment donné, comme ça, il est pris par la lumière, et c'est ça qui va induire sa transition dans sa vie, on va dire. Et puis, alors je voulais vous montrer un autre tableau que j'aime bien de Munch, le soleil, c'est-à-dire, est-ce que les artistes essayent de retranscrire comme ça, est-ce qu'on peut le produire avec certains dispositifs? Alors, en fait, il y a plein de gens qui essaient de faire ça depuis très longtemps. Et déjà, dans les cultures premières, dans les cérémonies chamaniques, il y avait toute une fonction des feux, comme ça, que les gens regardaient dans des états de transe, et puis ça produisait, comme ça, avec le chaman, des transformations. On trouve ça de manière beaucoup plus contemporaine chez certains artistes. Par exemple, Delaunay. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de Delaunay, il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi ici, mais de ce que j'ai cru comprendre, Delaunay parfois regardait le soleil et puis essayait de retranscrire ce qu'il pouvait voir comme ça. Ou il y a une autre technique qui est un petit peu moins dangereuse, mais enfin, qui est un peu particulière aussi. Il se mettait les pouces dans les yeux, puis ça produit des phosphènes, et ensuite il essayait de reproduire ce qu'il voyait comme ça. Plus récemment, dans les années 70, il y a quelque chose qui est bien connu, c'est la Dream Machine, qui est un petit cylindre comme ça qui tourne, avec une lumière à l'intérieur, et puis vous vous mettez devant ce cylindre, et ça va produire comme ça une succession d'ombres de lumière, et qui va induire des états modifiés de conscience. Et on se rend compte que la vision comme ça de la lumière, alors avec des flashs, eh bien, produit des expériences qui sont très proches des psychédéliques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris du LSD ou de la psilocybine, mais on se rend compte que ça produit à peu près la même chose, mais dans un contexte beaucoup plus simple, on va dire, en tout cas sans prendre une substance. Et puis arrivent alors les travaux d'un psychologue autrichien qui s'appelle Winkler, qui lui-même, quand il est enfant, très malade, je crois qu'il a une méningite, il est sur le point de mourir, et il va faire une expérience de mort imminente, il va voir une lumière, et il guérit, et il devient ensuite psychologue, il s'intéresse à ces expériences de mort imminente, il va collecter un certain nombre de récits, et il va se dire lui aussi, mais est-ce que je peux reproduire en thérapie l'expérience de la vision de la lumière pour soigner mes patients? Alors il va commencer avec de l'hypnose, ça marche plutôt pas mal. Ensuite il prend une lampe de camping et puis il hypnotise les gens et puis il leur met une lumière comme ça marche pas mal. Bon. Et puis il va y avoir un neurologue avec qui il en parle, et puis ce neurologue lui dit, mais ce qui produit plus d'effets au niveau du cerveau, c'est des clignotements. Et donc, ils vont créer une lampe qui s'appelle la Lucia numéro 3. Alors, au départ, c'est avec une machine à café qu'ils vont bricoler. Enfin, c'est vraiment du bricolage dans un garage. Et puis, ils vont professionnaliser cette lampe à laquelle on a accès maintenant. Et puis, depuis 2-3 ans, des équipes universitaires, dont la mienne, ont commencé, du coup, à mener des travaux sur cette lampe. Alors, bien sûr, moi, quand j'ai vu arriver cette lampe, j'étais très intéressé.
Et puis, pour l'anecdote, elle a été utilisée notamment à Londres, il y a un an, dans une performance artistique avec des scientifiques, des musiciens, etc. Et donc, ils ont créé un dispositif spécial, et actuellement, il y a plus d'1 million de personnes qui ont testé cette lampe, enfin ce type de dispositif stroboscopique en Grande-Bretagne. Et c'est très intéressant, parce que vous avez, alors vous ne voyez pas très bien, mais vous avez des dessins. Ils ont demandé aux personnes de dessiner ce qu'ils voyaient après avoir vu la lampe. Alors, à quoi ressemble cette lampe? Ça ressemble à ça. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez la Lucia, donc qui est celle créée par le psychologue dont je viens de vous parler, mais qui est quand même assez onéreuse, ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros. Et ça produit comme ça des flashs lumineux très rapides. Et puis d'autres chercheurs ensuite ont essayé de faire des versions un peu moins chères. Et je vous ferai essayer donc la Roxiva, qui est en bas à droite, qui est un peu moins onéreuse et qui est plus facile à transporter. Alors ça fait des flashs lumineux et ça induit des états non ordinaires de conscience et ça produit parfois des expériences exceptionnelles comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors bon, on s'amuse comme on peut. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de combiner ces lampes avec ce qu'on appelle des caissons d'isolation. Alors, eux, ils sont secs, c'est-à-dire que c'est comme un matelas avec de l'eau dessous, et puis vous allez rentrer au bout de 20 minutes dans un état comme ça modifié de conscience, et puis on commence à voir si on peut accentuer l'effet de ces lampes, si on est comme ça en état d'apesanteur dans ces lits de flottaison. Et la prochaine expérience qu'on veut faire d'ailleurs avec Abraham Poincheval, c'est justement de le mettre dans un caisson comme ça avec la lampe, et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour terminer, qu'est-ce que ça produit du coup? Ces lampes, on l'a fait passer à un certain nombre de personnes, et je voulais vous donner quelques éléments sur la phénoménologie et la manière d'interpréter les résultats. Alors, tout d'abord, on observe de très grandes variations selon les personnes. Il y a des personnes à qui ça ne fait rien du tout, ils voient juste un clignotement, ça ne les intéresse pas du tout, ils s'ennuient très vite, mais il y a des personnes qui nous disent que c'est l'expérience la plus forte de leur vie. Notamment quand par exemple, on a eu des personnes qui étaient dans un contexte de deuil et qui ont eu l'impression, lorsqu'ils ont été avec la lampe, de pouvoir voir ou de communiquer avec le défunt, avec parfois des effets de transformation tout à fait étonnants. Il y a des très grandes variations aussi selon les fréquences, parce que vous pouvez programmer la lampe à plein de fréquences au niveau lumineux, ça ne produit pas du tout les mêmes effets. Il y a des programmes donc différents. L'influence de la musique aussi est prépondérante dans le vécu. Et ce qui est étonnant, c'est que d'un jour à l'autre, la même personne avec le même programme ne vivra pas du tout la même expérience. Donc il y a des jours, ça va être quelque chose de très intense, et puis il y a d'autres jours, ça ne vous fait pas grand-chose. Donc il y a une variabilité qui rend, je dirais, complexe l'utilisation de la lampe. On dirait également qu'il y a des plongées différentes selon les personnes. Donc il y a des personnes qui vont rentrer dans des états hypnagogiques, vous savez, c'est comme quand vous êtes sur le point de vous endormir le soir. Et puis des fois, il y a de vrais états de rêve qui sont induits par la lampe. Et puis parfois, il y a des personnes qui plongent véritablement dans des états non ordinaires de conscience. Et là, émergent des choses beaucoup plus complexes. Alors il y a différentes étapes. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle des hallucinations anthropiques simples. Alors il y a des formes géométriques, il y a des mouvements, des couleurs. Ce qui est très surprenant, c'est que la lampe ne produit pas du tout de couleurs. C'est une lumière blanche, mais quand vous êtes dans la lampe, vous avez l'impression qu'il y a du rouge, du bleu, du blanc. Enfin, c'est vraiment étonnant. Ça se complexifie ensuite avec des hallucinations visuelles beaucoup plus complexes. Alors on peut avoir des hallucinations auditives, on a l'impression d'entendre des chants, des instruments de musique, etc. Des hallucinations kinesthésiques, des impressions de tomber, par exemple, qui sont assez surprenantes. Et puis quand vous allez un peu plus loin, alors je ne sais pas si vous en ferez l'expérience là, parce qu'on fera des séquences de 10 minutes, mais souvent, quand vous restez plus longtemps dans la lampe, vous pouvez avoir des réviviscences de scènes qui vous sont arrivées. Donc, vous avez l'impression de revivre des scènes antérieures, parfois des scènes traumatiques d'ailleurs. Et puis aussi des sortes de voyages imaginaires. Vous pouvez avoir l'impression comme ça de vous balader dans la galaxie, enfin des choses assez étonnantes. Et puis l'élément le plus intéressant pour nous du point de départ de mes travaux, c'est que parfois ça induit des expériences exceptionnelles. Et par exemple, donc, avec Abraham Poincheval, il a déjà testé plusieurs fois la lampe et à l'une de ces occasions, il a fait notamment des sorties du corps. Donc nous, ça nous intéresse énormément parce que c'est assez difficile d'étudier les sorties du corps parce que la plupart des gens ne peuvent pas contrôler ça. Et donc si on a une lampe qui permet d'induire ces expériences, eh bien, on peut étudier un petit peu l'impact sur le fonctionnement psychique. Alors s'il fallait théoriser un peu plus loin, on pourrait s'amuser à faire ce qu'on appelle en psychanalyse une métapsychologie de la lumière. C'est-à-dire pourquoi l'être humain entretient ce rapport particulier à la lumière. Et là, j'ai quelques pistes dont je vais vous parler pour terminer. La première chose, alors vous verrez ce qui est étonnant, c'est que d'habitude quand vous fermez les yeux, ça vous permet de vous couper de votre environnement. Et là, bien sûr, vous ne regardez pas les yeux ouverts, la lampe, je n'ai pas précisé, mais vous avez les yeux fermés. Et là, en fait, vous avez les yeux fermés, vous ne contrôlez pas ce qui rentre à l'intérieur de vous. Donc c'est un petit peu perturbant au départ. Et on a l'impression qu'avec toutes ces lumières comme ça sur une sorte d'écran interne, quand on a les yeux fermés, ça devient une sorte d'écran blanc du rêve, une sorte d'écran de cinéma, qui est une sorte d'espace transitionnel. Alors l'espace transitionnel, c'est une notion qui vient de la psychanalyse, qui s'appelle Winnicott. Et l'idée, c'est que tous les artistes, mais de manière générale l'être humain dans son développement, quand vous intégrez quelque chose de votre expérience de nouveau, vous êtes dans un espace particulier, vous êtes dans un espace de transition entre votre inconscient et votre conscience. Et donc c'est comme si la lampe faisait rentrer dans un espace de créativité extraordinaire. L'autre piste, c'est la régression à l'expérience intra-utérine. Alors ça aussi, ça paraît assez évident, mais il nous a fallu un peu de temps pour arriver à cette idée.
Quand on était tous dans le ventre de notre mère, eh bien, la première expérience qu'on a eue, en fait, c'était une expérience du même registre. C'est-à-dire qu'on avait les yeux fermés, enfin, en tout cas un certain temps, et puis on avait des alternances de lumière et d'ombre, en fait. Donc l'idée, c'est que la lampe reproduit finalement quelque chose d'intra-utérin avec ces alternances d'ombre et de lumière, et que le fait de revenir comme ça à un état très régressif aurait des potentialités de transformation. Ceci expliquerait aussi pourquoi il y a parfois des reviviscences d'expériences traumatiques. Donc il y a des gens qui, dans la lampe, comme ça, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, revivent des scènes réelles, notamment des scènes traumatiques, comme si la lampe leur permettait d'élaborer, de symboliser une expérience qui était clivée dans leur fonctionnement psychique. Alors bien sûr, nous, ça nous intéresse en tant que psychologue clinicien et psychothérapeute, c'est-à-dire est-ce que la lampe pourrait du coup, au-delà de son caractère, je dirais, récréatif, ou au-delà de son aspect de découverte du réel, est-ce qu'elle permet de relancer ce qu'on appelle, nous, les capacités de symbolisation, et plus généralement la transformation psychique, c'est-à-dire, pour l'évoquer plus simplement, est-ce qu'il y a un potentiel thérapeutique de la lampe? Et donc ça, c'est la prochaine étape de nos travaux, et on pense en particulier que pour la dépression, pour le trauma, pour l'anxiété, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant. Et donc on espère, là, dans les mois et les années qui viennent, pouvoir commencer à lancer des essais cliniques pour évaluer l'effet thérapeutique de la lampe. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci.